Durant les années 2000, une émission a transformé la musique pop. MTV a lancé TRL, Total Request Live. Les deux meilleurs vidéoclips au pays. TRL a offert aux gens qui possédaient une télévision et un téléphone le pouvoir de décider quel clip allait être diffusé. Ça a transformé l'industrie parce que pour vendre des disques, il fallait passer à l'émission. Les admirateurs ont envahi les studios de MTV à New York. On a paralysé Times Square. C'était le chaos. On voyait des gens perdre la tête. Certains sont même devenus fous. Il y avait une entreprise qui exploitait ce filon, mais c'était de la triche. Je recevais des messages au sujet de mes pieds. Ce n'était pas ce que j'espérais. TRL a créé une espèce de monstre de la musique pop. Quand on s'approche trop près du soleil, Que fais-tu? on se brûle. Regardez la foule qui se masse dehors. Avant que le monde se tourne vers l'Internet, l'émission Total Request Live était l'endroit pour voir Mesdames et messieurs, les Backstreet Boys. et parfois toucher les étoiles montantes de la musique pop. NSYNC, 98 Degrees, Korn, Limp Bizkit, Britney Spears, Christina Aguilera, Eminem. Hi, my name is... Il y avait de tout pour tous les goûts. La programmation était attirante. Et voici le numéro 7. D'abord lancé comme un décompte préenregistré sur MTV, TRL est devenu une émission incontournable pour la génération Y, où les auditeurs pouvaient décider quelles chansons étaient diffusées, Bonjour, ici Mavis à New York et je vous invite à voter. ce qui a permis aux adolescents d'exprimer leur opinion bien avant l'arrivée des médias sociaux. C'était comme Twitter avant Twitter, Internet avant Internet. L'Internet n'existait pas. Comme un vieil homme qui se berce, je peux dire qu'à mon époque, on avait TRL. Mais le lancement de la fusée TRL vers une domination de la culture pop découle d'une baisse de l'audience de la chaîne MTV à la fin des années 1990. Mesdames et messieurs, le rock'n'roll. MTV a d'abord eu un grand succès durant les années 80, J'écoute MTV. J'écoute MTV. en diffusant jour et nuit des vidéoclips. Au début des années 1990, Il est en feu! Applaudissez notre participant! MTV a pris conscience qu'elle devait modifier son contenu pour maintenir l'intérêt des auditeurs. Je m'appelle Amanda Ann Klein et je suis l'autrice d'un livre sur la transition de la chaîne MTV vers la télé-réalité. De retour à l'émission, ici Ricky Rackman. La chaîne a d'abord misé sur la loyauté avec une programmation. Après l'école, on pouvait écouter Club MTV et en fin de soirée, Headbangers Balls. Ce remaniement au début des années 1990 a fonctionné. MTV avait encore du succès. Chris et Kurt du groupe Nirvana sont ici. À l'époque, MTV était un incontournable, un lieu où les artistes devenaient des vedettes. MTV était synonyme de gloire. Si vous passiez à MTV, vous aviez réussi. C'est une émission de télévision. Je m'appelle Kudus. Dans les années 2000, j'animais Total Request Live. Et je faisais la fête plus qu'un être humain ne devrait le faire. Les admirateurs couraient les événements organisés par MTV, à la plage ou à l'occasion des vacances scolaires. Les fêtes de MTV sont devenues les plus recherchées. Mais faire durer la fête se révélait difficile. MTV devait constamment adapter sa programmation pour être à l'avant-garde, pour rester branché et populaire. Vers le milieu des années 1990, la nouvelle génération de spectateurs s'est désintéressée de la chaîne. Le contenu qui plaisait à la génération X n'intéressait pas la génération Y. Les codes d'écoute baissaient et MTV cherchait un autre filon. Ne partez pas, on revient bientôt. Le deuxième essai de MTV pour modifier son image de marque a commencé par une nouvelle adresse à New York. En 1997, la chaîne a fait l'acquisition des locaux d'une ancienne banque située au 1515 Broadway et a transformé les lieux en studio de télévision vitrée. C'était une nouvelle fenêtre sur la télévision.
Quand on a choisi la façade vitrée, on s'est dit que si on possédait une maison au milieu du quartier le plus fréquenté, Times Square dans ce cas-ci, les gens allaient forcément nous remarquer, nous visiter et nous donner de l'attention. Je m'appelle Bob Cosbit. J'ai été le responsable de la production à MTV et le créateur de TRL. À peine 3 semaines après mon embauche, on m'a dit que je devais congédier tous les animateurs à l'exception de Bellamy et Kennedy et embaucher d'autres animateurs pour lancer la programmation. Durant l'été 1997, il embauche un animateur de 24 ans, Carson Daly. Bonjour, ici Carson Daly en compagnie du groupe Real Big Fish. Comment ça va, les gars? Carson était un animateur de radio à Los Angeles. Il a été embauché pour animer une émission durant l'été. À l'époque, on cherchait des gens qui aimaient la musique, qui connaissaient la musique et qui allaient être de bons ambassadeurs. Carson n'avait peut-être pas l'apparence d'une vedette du rock, mais il connaissait profondément la musique. Bonjour, je m'appelle Carson Daly et c'est officiel, je suis le nouvel animateur de MTV Live. L'émission TRL s'est d'abord appelée MTV Live. Je m'appelle Robin Reinhardt et dans les années 2000, je convoquais les artistes pour TRL. Suivez-moi et dites bonjour à Halle Berry qui nous attend. Bonjour, ça va? Enchanté. Merci à la seule personne qui applaudit. Il n'y avait pas de public, mais l'émission était diffusée en direct de Times Square. Ce n'était qu'une émission de variété. J'ignore si je suis meilleur qu'Ezra ou pire que Jake. Peu importe. Ouais. Mais ce n'était pas un succès. Les codes d'écoute ne montaient pas. Nous voici en compagnie de Mariah Carey. Bonjour. On a consacré plus d'1 an à décider de la nouvelle formule de l'émission. Pendant que l'émission se cherchait une nouvelle identité à New York, la solution attendait d'être découverte plus loin au sud, à Orlando. À l'époque, Orlando n'avait pas encore bâti sa réputation. Elle était seulement associée au monde de Disney. Je m'appelle Chris Kirkpatrick. Je suis le membre fondateur du groupe NSYNC. Au milieu des années 1990, Orlando est devenu l'épicentre de la musique pop. On se demande comment vous avez choisi le nom de votre groupe. Oui. Dans les années 1990, la nouvelle distribution du club Mickey de Disney a attiré de nouveaux artistes à Orlando. De nombreux artistes ont été propulsés par le nouveau club Mickey, comme Britney Spears et Justin Timberlake. Et quelqu'un a saisi l'occasion de faire fortune. L'homme d'affaires de Floride, Lou Pearlman, a commencé à promouvoir des groupes de musique pop pour plaire aux adolescentes. Voici les Backstreet Boys. Il a d'abord lancé les Backstreet Boys. Accueillez NSYNC. Puis il a signé un contrat avec le nouveau groupe NSYNC. 5 ans plus tard, il produisait des groupes à la chaîne. Après les Backstreet Boys et NSYNC, il a créé O-Town, Take 5 et LFO. Ce que Seattle était pour la musique grunge, Orlando l'était pour la musique pop. Mais le style grunge dominait l'industrie. Alors Pearlman a envoyé ses garçons en Europe pour prouver qu'il existait un public pour ses chansons pleines d'énergie. La musique pop explosait partout en Europe. C'était même la première fois qu'on entendait l'expression « groupe de garçons » parce qu'il y en avait des tonnes là-bas. Il y avait des groupes de la Grande-Bretagne, d'autres de l'Allemagne. Il était désormais bien vu de faire de la musique pop. Pas seulement bien vu. En Europe, les groupes comme NSYNC devenaient la référence. Je m'appelle Chris et j'ai 25 ans. Alors que les jeunes Américains ne les connaissaient pas encore. Environ 1 an après la formation du groupe, on se produisait dans des salles de 800 à 1000 spectateurs. On avait 5, 6, parfois 7 agents de sécurité pour nous escorter et nous aider à traverser les foules. C'était si différent. C'était un autre univers. Mais ces univers allaient se superposer. En 1997, la folie des groupes de garçons a envahi les États-Unis. La musique grunge a amorcé son déclin et au même moment, la musique pop a pris son essor. Et MTV a découvert ce qui allait favoriser sa transformation. Chaque semaine, on avait une réunion où le département de musique nous présentait les nouveaux vidéoclips de l'industrie. Quand la chanson Bop est parue, tout le monde, les jeunes autant que les vieux qui avaient connu toutes les déclinaisons de rock diffusées à MTV, tout le monde s'est mis à fredonner, à taper du pied et à aimer la musique pop. Ensuite, il y a eu les Backstreet Boys, puis NSYNC, Britney Spears.
98 Degrees et Christina Aguilera. Soudain, ils ont pris conscience que c'était une mine d'or. Ils ont compris qu'ils devaient créer quelque chose pour diffuser la musique pop. Vous pouvez faire du bruit? Je me sens un peu nerveux. MTV a ajouté à l'émission MTV Live un décompte de la musique pop d'après les votes des téléspectateurs. Il se passe des choses étranges à Times Square. Des choses étonnantes et surprenantes à MTV. Et a changé son nom pour Total Request Live, une émission consacrée aux meilleurs vidéoclips et diffusée tous les après-midi en direct du studio de MTV à Times Square. Au départ, on ne comprenait pas trop. Misha, t'appelles d'où? Long Island. De New York. Je n'arrive pas à croire que je parle à Carson Daly. Pourquoi ça t'étonne? Je suis l'animateur, non? Au départ, on ne savait pas si les téléspectateurs allaient participer et voter. Alors on comptait sur quelques adjointes administratives pour téléphoner et pour déterminer l'ordre du décompte de TRL. Voyons les résultats. À l'époque, les résultats étaient présentés en pourcentage. Au deuxième rang, Par exemple, on disait que les Backstreet Boys avaient eu 30% des votes. Il était fort probable qu'ils aient récolté seulement 3 votes sur les 10 appels reçus ce jour-là. Mais c'est plus impressionnant de dire 30% des votes que 3 votes. le vote est terminé à Los Angeles. Carson Daly présentait sans tambour ni trompette les 10 meilleurs vidéoclips. C'est facile. Vous votez, vous revenez de l'école et vous écoutez. Le format était simple, puisqu'on n'avait pas de public en studio. Ce qui a changé quand MTV a compris que la diffusion d'une émission en direct de Times Square attirait une véritable foule. Un jour, un homme a brandi une affiche avec l'inscription « Carson, invite-moi ». On a autorisé Carson à l'inviter et à l'interroger. C'était amusant. Le lendemain, il y avait 2 autres personnes. La semaine suivante, 30 personnes. Les millénarios ont grandi devant la caméra de leurs parents. Ils ont pensé que tout ce qu'ils faisaient était digne de mention. Par conséquent, ils n'étaient pas intimidés par la caméra. Et ils avaient l'impression qu'ils étaient assez intéressants pour être filmés. À mesure que la foule a grossi à Times Square, MTV a commencé à inviter ses plus fervents admirateurs en studio. Non seulement ils choisissaient les chansons, mais ils participaient à l'émission. Ils jouaient un rôle important. C'était une occasion de passer à la télévision et d'être proche des vedettes de la musique pop. Génial! Merci. Mais ils n'en avaient jamais assez. Dehors, la foule a grossi, probablement pour entrevoir mes prochains invités. Quand on a invité les Backstreet Boys, ils étaient plus de 5000 à Times Square. L'émission a dynamisé le culte des idoles à un niveau jamais vu depuis Elvis et les Beatles. C'était le chaos. Entre 14h et 17h, on ne pouvait pas quitter l'immeuble. Parce qu'on ne pouvait même pas atteindre le trottoir. C'était complètement fou. On voyait des gens perdre la tête. Et ça allait devenir encore plus fou. Au tournant du millénaire, les jeunes Américains sont devenus obsédés par TRL. Il n'y a que vous et moi. Il n'y avait pas d'Internet, ni aucun moyen de trouver les 10 meilleurs vidéoclips. Les Backstreet Boys étaient-ils encore au premier rang? NSYNC les avait-ils délogés? Il fallait savoir. Plus de 850 000 jeunes écoutaient l'émission chaque jour. Cowboy à TRL. Et des centaines d'autres effectuaient le pèlerinage jusqu'à Times Square pour contempler les célébrités à travers l'immense fenêtre du studio. Qu'allez-vous faire? Le service de police de New York nous a demandé de masquer la fenêtre. Tous les jours, c'était la même chose. On observait la foule, on discutait avec la police et lorsqu'elle l'exigeait, on devait baisser les stores parce que la foule ne cessait de grossir encore et encore. La foule déborde dans la rue. On est à Broadway, New York, et c'est le retour à la maison. Pour votre sécurité, on va devoir baisser les stores. Et MTV a continué à faire grossir la foule de Times Square Tout le monde ici a passé l'audition. en offrant à un téléspectateur la chance de jouer un plus grand rôle à l'émission. On a une nouvelle émission qui s'appelle VJ pour une journée, qui sera diffusée à compter de mardi. On a organisé un concours appelé VJ pour une journée. Le but était de choisir une personne du public pour animer l'émission. On voulait trouver un représentant de la foule et le mettre devant la caméra.
parce qu'on voulait être encore plus proche des gens. Veuillez accueillir les finalistes. L'un d'eux va remporter le Grand Prix. Kenya, Dave et Hillary. Les 3 finalistes devaient poser des questions embarrassantes à Carson. Si tu avais été adopté, tu souhaiterais avoir quelle vedette comme parent? Mes questions étaient beaucoup plus pertinentes que celles des autres participants. Je ne veux pas me vanter, mais j'étais drôle. Je m'appelle Hillary Burton Morgan et dans les années 2000, je suis devenue présentatrice à MTV. Et la gagnante est Hillary. Oh mon Dieu! Et demain, c'est la soirée des Video Music Awards. Oui, je n'en reviens pas. Et le prix était de réaliser les entrevues aux Video Music Awards le lendemain. T'es celle qui a gagné le concours. Oh mon Dieu! Vous savez qui je suis? T'es célèbre. Tout le monde parle de toi. Vous savez qui je suis? Incroyable! Elle était formidable, si naturelle. Après la pause, vos demandes spéciales. VJ pour une journée a lancé sa carrière. Ici Hillary Burton, la reine de l'équilibre. Elle a également décroché un poste pour animer sa propre émission de musique alternative, Beat Seekers. Allons voir Hillary et la cuisson des steaks. Tout va bien? Oui, on respire un peu de fumée. Entre son émission et TRL, Hillary a démontré un talent pour côtoyer la folie de Times Square. Tourner à Times Square était comme jongler avec des couteaux. De temps à autre, on attrapait une lame et on devait faire semblant de ne pas souffrir, parce qu'on parlait en direct à la télévision. Ne bougez pas! Il pouvait s'agir de chauffeurs de taxi qui se battaient, d'un cow-boy nu qui passait devant la caméra. Il parle ou il se contente de te suivre? Ou d'admirateurs de l'émission qui me bousculaient parce qu'ils débordaient d'enthousiasme. On devait souvent essayer de raisonner les gens, parce que pour eux, notre émission était l'occasion de rencontrer leur idole, de se marier, d'avoir des enfants et de vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Mais je représentais le seul obstacle à ce plan. Je ne voulais pas être responsable de leur santé mentale. Ce n'était pas mon rôle et ce n'était pas dans le contrat des animateurs. C'est la fête à New York! Les gens m'agrippaient. Ils se cramponnaient à moi lorsque je montais sur une scène pour présenter une artiste comme Britney Spears. J'avais l'impression qu'ils allaient faire tomber toutes les barricades. C'était l'ambiance de Woodstock, mais au cœur de la ville de New York. Pour MTV, le zèle des jeunes est le prix à payer pour faire des affaires. Le succès phénoménal de l'émission repose sur leur participation. Parlons de ce qui fait vibrer l'émission, le public. TRL donnait aux jeunes téléspectateurs le pouvoir de décider du sort des musiciens et des maisons de disques en choisissant quelles chansons étaient diffusées. Ce n'étaient pas les chefs de direction ou les millionnaires qui décidaient. C'étaient les adolescents. Ils détenaient ce pouvoir. Dans une société qui n'écoutait pas vraiment ce que les jeunes avaient à dire, encore moins les jeunes filles, l'émission TRL a donné aux adolescents la chance de décider quel style de musique ils voulaient entendre à ce moment précis de l'histoire. Et voici la chanson numéro 1 depuis 17 jours. Les gars, quand allez-vous la remplacer? On ne décide pas! Pendant les 2 premières années de l'émission, les auditeurs ont accordé 80% de leur vote à seulement 3 groupes. NSYNC, 98 Degrees et les Backstreet Boys. Les autres votes ont été donnés aux princesses de la pop. C'est là qu'est survenu le changement dans l'engouement pour les groupes comme NSYNC et les Backstreet Boys. Et ce phénomène a pris des proportions démesurées. Du jour au lendemain, on a été invités sur les plateaux de télévision. Les émissions de variété nous invitaient parce que si MTV et ses auditeurs votaient pour nos chansons, c'était sûrement pour une raison. C'est TRL qui nous a lancés. Vous nous avez créés. C'est la réalité. J'espère que les artistes savent quel rôle TRL a joué dans leur carrière. Ils le savaient. C'était un monde matériel, et les artistes de renom utilisaient TRL pour mousser la vente de disques. Les admirateurs attendent depuis 5 heures ce matin. On a compris qu'on avait réussi quand Madonna nous a appelés pour être invités à TRL. C'est un troupeau d'animaux sauvages, Madonna. Oui, ça fonctionne? C'était comme un rite de passage. Tous les musiciens qui voulaient vendre des disques devaient nécessairement passer à TRL. Je me souviens avoir croisé Prince dans un bar. Il avait une rencontre avec Monty Lipman, le directeur de Universal à l'époque.
Prince m'a reconnu et il a demandé aux agents de sécurité de m'escorter jusqu'à lui. Il était particulièrement curieux de savoir pourquoi il n'était pas invité à TRL. J'étais stupéfait qu'il sache qui j'étais. Visiblement, il écoutait l'émission et il était préoccupé que d'autres artistes soient présentés dans le décompte, mais pas lui. Je me disais, mais tu es Prince. C'est un honneur de l'accueillir à notre émission. Voici The Artist. Si vous étiez dans le décompte, vos ventes explosaient. Cette émission est incroyable. Elle a fait de vous un homme riche. Très riche, oui. Merci. Elle était déterminante pour les carrières. Ce qui a amené les maisons de disques à manigancer pour influencer les votes. Les acteurs de l'industrie de la musique ont employé des méthodes douteuses pour parvenir à avoir une place dans le décompte. Les maisons de disques se sont mises à encourager les admirateurs à voter souvent pour leurs artistes. Vous aimez Limp Bizkit? Vous voulez que leur vidéoclip gagne la première position? Voici comment. Votez un certain nombre de fois pour gagner un T-shirt de Limp Bizkit ou participer au concours pour avoir la chance de rencontrer Fred Durst. J'ignore qui voulait gagner ce prix, mais ça marchait. Les gens aimaient Limp Bizkit. MTV a contre-attaqué en améliorant le processus de vote. Il y avait plus d'ordinateurs, plus de téléphones et plus de gens futés pour comprendre le système de vote. Mais la chaîne n'avait pas mesuré jusqu'où les maisons de disques étaient prêtes à aller pour déjouer le système. Il y avait une entreprise mandatée par les maisons de disques pour appeler à l'émission, pour réclamer leurs artistes, pour multiplier les votes et pour inonder notre boîte de demande pour leurs artistes. C'étaient les robots avant l'ère de la robotisation. Cette entreprise exploitait le filon, mais c'était de la triche. À mesure que le pouvoir de TRL augmentait, Bonjour, Carson. Que fais-tu ici? le fardeau des artistes pour créer coûte que coûte des numéros inoubliables s'alourdissait aussi. Mariah Carey se met à nu à TRL. Val, on est à TRL. Et quelle vue! En 2001, l'émission Total Request Live ne parlait pas seulement de la culture pop. Elle en faisait partie. Oh mon Dieu, c'est Carson. Oh mon Dieu, c'est Melody. Elle servait de référence. Les gens faisaient des blagues à son sujet. Eminem parlait de Carson Daly dans une de ses chansons. Elle était bien implantée. Bienvenue, Cisco. Et tous ceux qui cherchaient la gloire venaient régulièrement au studio. Puisqu'on avait le public que tous les artistes s'arrachaient, l'émission TRL est devenue un passage obligé à New York. Les personnalités publiques s'invitaient pour avoir du temps d'antenne. Les émissions de fin de soirée avaient la même influence que TRL. Letterman, Conan et les autres. Qui refuserait une foule de spectateurs qui hurlent son adoration? Et ils sont propres? Oui. Un baisse-pied. Les célébrités interagissaient avec leurs admirateurs, se tapaient dans les mains, prenaient des photos. Tournez-vous, mesdames. Et au milieu de ce cirque de la culture pop, il y avait un maître de piste, Carson Daly. Il était comme un agent de la circulation. Et c'est une qualité essentielle quand on fait du direct. Il a relevé tous les défis qu'on lui a lancés. Elle était prête pour être en direct. Carson parlait aux jeunes dans la rue avec la même déférence qu'il avait quand il parlait à Madonna et aux autres célébrités. C'était un don. Auprès de lui, chaque personne avait l'impression d'être le centre de son attention. Il écoutait. Ici Carson Daly, en direct du stationnement de Pizza Hut. Regarde, c'est Carson Daly. À mon avis, Carson ne cherchait pas nécessairement à devenir célèbre. Mais il l'est devenu en raison de la popularité de l'émission Total Request Live. Quand j'ai commencé à travailler à MTV, je me souviens être allé à une soirée où étaient rassemblées les célébrités de Hollywood de l'époque. Je pense que Fred Durst du groupe Limp Bizkit était assis à côté de Carson Daly. À l'autre table, il y avait Snoop Dogg et peut-être aussi Justin Timberlake. Je n'avais pas besoin de consommer de la drogue pour avoir des sensations fortes. Il s'est mis à fréquenter les vedettes. Il a eu une relation avec l'actrice Jennifer Love Hewitt, qui était une actrice célèbre à l'époque.
Puis, il a fréquenté Tara Reid, Bonjour. Bonjour. qui était également une grande vedette chez les jeunes. Il était devenu un sujet de conversation dans les tabloïds. Peu de temps après, le couple s'est séparé. Devant l'attention des médias, Carson a juré de ne plus leur dévoiler ses relations. Mais il n'y avait pas seulement Carson aux prises avec la célébrité. Tous les animateurs de l'émission attiraient l'attention, pour le meilleur et pour le pire. Comme Carson l'a mentionné plus tôt aujourd'hui, il y a ce passage à l'âge adulte, vers 18 ou 19 ans, où on apprend à se connaître. Et vivre ce passage devant 2 à 4 millions de téléspectateurs tous les jours, c'est idiot. C'est vraiment stupide. Soudain, j'étais une figure emblématique, une vedette de la culture pop. C'était difficile. C'était extrêmement intimidant. La célébrité est une arme à double tranchant. Dans le fond, il faut accepter que n'importe qui exige une photo ou un moment avec toi, sans égard pour ce que tu veux. Et d'une certaine façon, c'est pour toujours. Bienvenue à l'émission. Je m'appelle Hillary et j'anime pour la première fois. Je recevais des messages au sujet de mes pieds. Il y avait cet homme qui m'écrivait des lettres. Un jour, il m'a demandé un autographe. J'étais flattée. Il a continué à m'envoyer d'autres lettres. Mais ses demandes étaient plus précises. Il me demandait de porter des sandales, de peindre mes ongles en rouge, de lever mon pied 3 fois pour lui envoyer un signal. Des demandes troublantes. Puis, il a menacé de les couper. On commençait à peine à utiliser Internet. Je ne pouvais pas chercher ce type pour voir de quoi il avait l'air. Génial! Parfois, j'étais au milieu de la foule à Times Square et j'ignorais si cet homme était là. Et il n'était pas le seul détraqué. Oui, c'était plutôt effrayant pour une adolescente. Même en studio, la diffusion en direct de l'émission a exigé de Carson qu'il s'adapte à des situations malaisantes. Quoi? Un jour, Mariah Carey, qui était une grande vedette, une diva de la musique pop, s'est présentée au studio avec un chariot de crème glacée. Bonjour, Carson. Que fais-tu ici? Bonjour. Je voulais te faire une surprise. Ce n'était pas prévu. Elle ne devait pas se trouver là. On nous a prévenu qu'elle était à la réception. Bien sûr, on l'a laissée entrer. Mais Mariah a légèrement déraillé. Que fais-tu? Elle portait un grand T-shirt. Elle l'a enlevé pour révéler un ensemble moulant. Mariah Carey se met à nu à TRL. Elle a donné son T-shirt à Carson Daly. On voyait qu'il fournissait des efforts pour poursuivre son émission, mais qu'il était dérouté. Tu as apporté de la crème glacée? Un chariot de crème glacée, mais ce n'est pas... Il y a des gens sur le trottoir. J'adore ça. Mariah Carey a perdu l'esprit. Je ne comprends pas ce qui se passe. Une semaine après son intrusion à l'émission, Mariah Carey a été hospitalisée pour épuisement. Les tabloïds ont clamé qu'elle souffrait d'une dépression nerveuse. Comment ça va? Je vais bien. Il y a des gens méchants. Non, Cindy. Plus tard, elle a admis souffrir d'un trouble bipolaire. Quand elle est retournée sur le plateau de TRL quelques années plus tard, elle s'est conduite d'une manière particulièrement prudente, même en coulisses. Je peux témoigner du comportement de Mariah Carey en coulisses. Je me souviens qu'on s'affairait derrière les caméras pour préparer la mise en onde de TRL. On était détendus, mais elle affichait un sourire comme si elle était filmée en coulisses, comme si elle était déjà en représentation. Je me suis senti obligé de lui dire que les caméras étaient fermées, qu'elle pouvait se détendre, mais elle m'a dit « On ne sait jamais quand les caméras vont s'allumer ». Et elle avait raison d'être prudente. À TRL, les caméras filmaient presque toujours. À l'instant où on mettait les pieds au studio, pas seulement sur le plateau, mais dans tout l'espace du studio, on franchissait des portes et on se trouvait face aux caméras. Elles étaient partout. Alors, dis-moi, comment ça va? Bien, super bien. Chaque fois qu'on est allé sur le plateau de TRL, je peux vous dire que c'était un tournage épuisant. Il n'y avait nulle part où se cacher. Pendant une journée entière, on était sous les projecteurs devant 20, 30, 50, 100, 1000 personnes
qui scrutaient les moindres détails. Si je buvais de l'eau, j'entendais « Oh, il boit de l'eau !» C'était épuisant de devoir être totalement conscient de tous nos faits et gestes sans jamais avoir de pause. Mais le monde à l'extérieur des studios de Times Square changeait. Les millénarios n'allaient pas épargner TRL. Des pieds, c'est dégoûtant. Des pieds de cochon, c'est pire. Et allait obliger MTV encore une fois à se réinventer pour survivre. En septembre 2001, le pays est sous le choc après une attaque terroriste survenue à seulement 50 pâtés de maison des studios de TRL à Times Square. On a décidé que TRL allait réagir et se montrer présente pour les jeunes de l'Amérique. 2 jours après l'effondrement des tours du World Trade Center, alors que les émissions de fin de soirée étaient annulées, TRL est entré en ondes. Comme vous le savez, la programmation de MTV est interrompue. Ici Carson Daly, en direct des studios de MTV à Times Square, quelques kilomètres au sud des ruines où les secouristes poursuivent les recherches. Le ton était solennel. On avait des jeunes en studio et d'autres au bout du fil pour parler de leur expérience, de leurs réactions. C'était une émission remplie d'émotions. Je ne veux pas avoir l'air complaisant, mais je pense que pendant cette période difficile, l'émission a été importante et a aidé les jeunes à surmonter cette épreuve. Mais ce n'était pas sans risque pour les artisans et les admirateurs. Parce qu'on diffusait en direct, on savait qu'on était des cibles pour les désaxés qui voulaient se manifester. Et il y avait des menaces partout dans la ville. Les lettres à l'anthrax, par exemple. Selon la rumeur qui circulait, il y avait des gens dans le métro qui lançaient ce poison dans l'air. On était également terrifiés par les menaces de bombes dans les poubelles et dans les boîtes aux lettres. Quand on regardait par la fenêtre du studio à Times Square, on voyait un véritable champ des possibles pour une éventuelle catastrophe. Avril Lavigne! Fais-nous un petit coucou! Et j'étais toujours celle qu'on dépêchait à l'extérieur. Pendant cette période, j'avais terriblement peur. Et j'essayais désespérément de ne pas montrer à quel point j'étais en détresse. Encore aujourd'hui, je n'aime pas les foules. Pendant ces heures où j'animais à l'extérieur, après les attentats du 11 septembre 2001, j'ai offert mes meilleures prestations de comédienne. Allô? Quoi de neuf, ma? Quoi de neuf? Le succès de l'émission reposait sur la présentation de vidéoclips et les entrevues sympathiques de Carson Daly avec des célébrités. Mais après les attentats du 11 septembre, le public de l'émission a réclamé des intrigues, qu'elles soient réelles ou forgées de toutes pièces. Je suis douée. On a dit non. Non. Les téléréalités comme Survivor ou The Bachelor avec leurs altercations forcées semblaient mieux convenir à l'humeur du public. Au début des années 2000, le public était mûr pour la télé-réalité. On en trouvait sur toutes les chaînes. Dans sa détermination à s'adapter, MTV a misé sur sa propre émission de télé-réalité avec la famille Osborne. Éteins ce foutu aspirateur, je vais devenir fou! Ça découlait forcément de la tendance pour le public à s'arroger le droit de tout savoir sur la vie quotidienne de ses vedettes. On ne saurait exagérer l'importance des Osborne dans la culture pop et dans la programmation télévisuelle. D'autres émissions ont suivi C'est du poulet ou du poisson? et ont transformé la manière de devenir célèbre. On est tout en noir, sauf elle. Dans le but de conserver son public, TRL s'est éloigné de la musique Et on a un public en feu, pas vrai? Bien sûr! et a ajouté des jeux et des concours, comme on en voyait dans les émissions de télé-réalité. Quand t'es prêt, Jeff, fais-nous entendre le signal de départ. C'est parti! Dans son évolution, TRL a tenté de s'adapter et de diffuser un contenu plus amusant. Tu as des noms de groupe et tu dois associer le bon nom à la bonne personne. Tous ces changements étaient à la fois tristes et frustrants. Je comprends que la chaîne ne faisait plus d'argent. Les gens se plaignaient qu'il n'y avait plus de vidéoclips à MTV
Mais les gens n'écoutaient pas la programmation musicale. On était dans l'impasse. Ça y est! Vers la fin de l'émission, il n'était pas rare de diffuser des vidéoclips et de les interrompre après 30 secondes. On présentait le moins de vidéoclips possible parce qu'on avait compris que les gens préféraient les entrevues et les jeux avec les célébrités. Toi et moi, on va jouer au jeu de l'âne. Les membres de la direction ont lentement pris conscience que le choix des célébrités était moins important que la participation du public. Pendant ce temps, les goûts musicaux ont changé. Cette folle passion pour la musique pop a commencé à s'éteindre. NSYNC s'est séparé. C'était une pause. On ne s'est pas séparés, on a seulement pris une pause. On a convenu ensemble de mettre le groupe sur pause pour entreprendre nos projets personnels. Pour les artistes, ces changements ont été bouleversants. J'étais dérouté. Pendant de nombreuses années, tous les matins, j'avais trouvé une feuille glissée sous ma porte avec un horaire déterminé à l'avance de 6h à 2h du matin. Et voilà que, soudain, je me réveillais, je regardais le bas de ma porte et il n'y avait plus d'horaire. Je me demandais quoi faire. Ça a été très difficile. Mais j'ai réussi à m'adapter, à apprendre et à évoluer. J'ai pris conscience que j'avais été gâté, que je devais grandir et vivre ma vie. Carson Daly était également prêt à s'adapter et à quitter TRL. Je me souviens qu'il semblait un peu blasé. Du moins, c'est l'impression qu'il me donnait. Il ne semblait plus aussi heureux d'être là. Carson était dans une situation difficile parce qu'il était un jeune homme au milieu de la vingtaine. Il cherchait l'amour, il voulait avoir l'air branché. À 20 ans, tout le monde veut être populaire. Vous êtes prêts? C'est parti! Mais il devait faire des trucs vraiment déplaisants dans le cadre de son travail. Ces trucs l'avaient rendu riche et puissant. Il avait une belle carrière, mais c'était plutôt moche. Je pense qu'il souhaitait mieux. En 2002, Carson a animé l'émission de fin de soirée Last Call à NBC. Bonjour et bienvenue, ici Carson Daly. Il a tenté de partager son temps entre les deux émissions. Mais l'année suivante, Carson a quitté TRL. Quand il a quitté l'émission, il était évident que je n'allais pas le remplacer. Je n'étais pas une animatrice et je me moquais éperdument des artistes invités. Ce n'était pas ma tasse de thé. Il était donc important de combler son départ avec des gens compétents. Ils ont embauché plusieurs animateurs. Bienvenue à l'émission. Demain, nous aurons la visite d'Alicia Keys. C'est le 3e jour de la semaine des nouveautés. Il y avait Vanessa, Lala, Hillary, Damien, moi, Suzy Castillo. Ensemble, on a remplacé Carson Daly. Mais ce n'était pas la bonne formule. La rotation des animateurs n'a pas eu le succès espéré. Jamais ils n'ont eu le même succès que Carson. Carson était l'âme de TRL. Même si on a écrit un chapitre intéressant, je pense qu'on n'a jamais réussi à recréer la magie de l'époque de Carson. Le vidéoclip du jour. 2 ans plus tard, les codes d'écoute avaient baissé de 50%. C'est un contenu généré par les utilisateurs. Puis, une percée technologique a fait tomber l'émission TRL au tapis. Pourquoi j'achèterais de la musique? Elle est accessible gratuitement. Au début des années 2000, la technologie a transformé l'univers de la musique. Je vois le téléchargement et l'échange de fichiers comme une évolution de la radio. L'échange de fichiers musicaux, les baladeurs numériques et les médias sociaux comme MySpace et YouTube ont donné aux adolescents des moyens d'assouvir leurs besoins de culture pop. Si on voulait écouter un vidéoclip, on pouvait se brancher sur Internet en tout temps. C'est la même culture sur demande qui existe aujourd'hui. TRL était vaincu. Il n'était plus nécessaire de s'installer devant la télévision à 15 heures pour regarder les Backstreet Boys, NSYNC ou Britney Spears. On pouvait les regarder en tout temps. Et je pense que c'est ce qui a entraîné le déclin de TRL. Voici Britney Spears et sa chanson numéro 1 à TRL.
TRL ne perdait pas seulement des spectateurs. En 2003, la gagnante du concours VJ pour une journée a décroché un rôle à la télévision. Je ne voudrais pas être à ta place. Pendant 2 ans, Hillary a tenté de jongler avec ces 2 contrats avant de décider de quitter TRL. Vers la fin de la 2e année, je m'absentais souvent. J'ai fini par admettre que je ne dormais plus et que je souffrais d'une dépression. Et j'ai mis fin à mon contrat de présentatrice. 1 an plus tard, Kudus a également quitté MTV. J'étais venu pour la programmation musicale, mais ça avait changé. Au fil du temps, j'ai perdu l'intérêt pour la télévision. Voici les nouveaux vidéoclips de Cassidy et Swiss Beats. TRL a tenté de s'adapter au changement, Si vous voyez des vidéos amusantes, écrivez-nous. mais c'était trop peu, trop tard. Je vais employer une métaphore. Imaginez, vous savez que votre partenaire est attiré par une autre personne et vous copiez le style de cette personne pour l'empêcher de vous quitter. C'est futile. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. On a été les premiers à comprendre qu'on ne pouvait pas rivaliser contre une bête aussi différente. Cette bête, c'était les médias sociaux. Lorsque Justin Bieber est devenu une méga vedette après avoir enflammé la chaîne YouTube au lieu de l'émission TRL, MTV a été forcé d'accepter le manque de pertinence de son émission de longue date. Sebastian Bach, Skid Row. Je ne dirais pas qu'elle s'est éternisée, mais elle a été diffusée 1 an ou 2 plus longtemps qu'elle aurait dû l'être. MTV a finalement retiré l'émission des ondes en 2008 après 2247 épisodes, mais pas sans une dernière grande fête. Je me souviens d'observer autour de moi comme si j'étais à des retrouvailles. Carson était là, tout le monde était là. Hillary Burton, une de nos présentatrices préférées. Je suis ravi de te voir. Oui, tu m'as tellement manqué. Je suis heureuse d'être ici. Je me disais, oh mon Dieu, l'émission va disparaître pour toujours. C'était comme vivre une rupture quand tu aimes encore la personne, que tu ne veux pas la perdre, mais que tu sais que le moment est venu de partir. Voici Total Request Live. Quelques années plus tard, MTV a tenté de relancer TRL. Une autre? Une autre. Ils ont essayé de réanimer l'émission, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'on ne pouvait pas recréer la même magie. C'était impossible. La magie de TRL, c'était qu'elle avait toutes les qualités des médias sociaux, comme la connectivité, la bienveillance, l'enthousiasme. Et puisque l'émission était produite, il n'y avait pas les effets toxiques ni les dangers. De nos jours, on ne trouve plus ce genre de plateforme. Aujourd'hui, tous les produits semblent jetables. Les médias sont innombrables et les gens sont tous des créateurs de contenu. Il n'existe plus de regroupement autour d'une même émission comme TRL. C'est une époque révolue. L'émission TRL et la chaîne MTV ont été si importantes pour notre carrière que lorsqu'on a reçu notre étoile sur l'allée des célébrités, on a demandé à Carson d'être le présentateur de la cérémonie. L'émission a eu une incidence majeure sur le monde. Elle a influencé la musique durant une décennie et décidé de ce qui était populaire. Je pense qu'on a procuré du bonheur autant que la musique pop peut procurer du bonheur. J'aime croire qu'il existe encore des émissions qui peuvent apporter autant de bonheur que TRL. Je vous le dirai quand je les aurai trouvées.